Il existe un nombre qu'on ne peut mesurer. Un nombre qui ne figure sur aucune balance, aucun thermomètre, aucune horloge. Un nombre que les plus grands esprits de l'histoire ont longtemps refusé d'admettre. Un nombre qui semblait n'appartenir à aucune réalité tangible. Ce nombre a pourtant une histoire jalonnée de secrets précieusement gardés, de serments, de trahisons, de duels épiques et de joutes intellectuelles où l'honneur et la carrière se jouaient en quelques heures. Durant cette histoire, des hommes ont consacré leur vie entière à tenter de résoudre un problème que leurs prédécesseurs jugeaient insoluble depuis des millénaires. Cette histoire commence dans la poussière de Babylone et s'achève littéralement au cœur de la structure de l'univers. Nous sommes en 1526 dans l'Italie de la Renaissance. L'homme alité se nomme Scipione del Ferro. Ce vieux mathématicien conserve jalousement un secret depuis près de 2 décennies. Mais il sent que sa fin est proche, alors, avant de lâcher son dernier soupir dans un ultime geste, il choisit de léguer ce savoir à un autre, à un de ses élèves, un certain Antonio Maria del Fiore. Le disciple tout juste mis dans la confidence comprend qu'il tient entre ses mains un véritable trésor, qu'il devient, à la mort de son maître, le seul et unique détenteur de la solution à une énigme vieille de près de 4000 ans. Le problème en question a résisté aux plus brillants esprits. Savants babyloniens, égyptiens, chinois, arabes, indiens, tous s'y sont essayés. Le grand Archimède lui-même s'y est heurté, sans jamais parvenir à en percer complètement le mystère. Et pourtant ce problème, qui en a désarmé plus d'un, pourrait paraître anodin au commun des mortels. Après tout, aujourd'hui ne tient plus qu'en 2 simples mots, équation cubique. Une équation cubique s'écrit sous la forme ax cube plus bx carré plus cx plus d égale 0. C'est une équation dans laquelle l'inconnu x est élevé à la puissance 3. On dit aussi que c'est une équation de degré 3. Bien évidemment, durant l'Antiquité, on ne parlait pas encore d'équation, puisqu'il faudra attendre le 7e siècle et un certain Al-Khwarizmi pour que naisse la méthode de résolution algébrique que nous connaissons. Mais on tentait quand même de résoudre des problèmes géométriques que l'on traduirait aujourd'hui par des équations cubiques. À l'époque de Del Ferro, on sait facilement résoudre les équations de degré 1 de type ax plus b égale 0. Al-Khwarizmi a également développé des méthodes systématiques permettant de solutionner celles de degré 2, mais au-delà, c'est une autre histoire. Et pendant des siècles, les mathématiciens se sont heurtés à cette énigme. Au XIe siècle, en Perse, un homme pense pourtant s'en approcher. Son nom, Omar Khayyam. Brillant, méthodique, il parvient à résoudre certains cas particuliers en faisant intervenir la géométrie. Mais malgré son génie, quelque chose lui échappe, il ne parvient pas à produire une méthode de résolution générale. Les siècles passent et le problème reste intact. Puis à la fin du XVe siècle, un verdict tombe, un verdict sans appel. Résoudre une équation cubique par une méthode algébrique générale est tout simplement impossible. Quant à celui qui tranche définitivement la question, il n'est pas n'importe qui. C'est un éminent mathématicien de l'époque, un dénommé Luca Pacioli, un érudit qui n'est autre que l'ami et accessoirement enseignant d'un certain Léonard de Vinci. En 1494, Pacioli publie la Summa di Arithmetica, un ouvrage monumental censé rassembler tout le savoir mathématique de son temps. Et au cœur de cette compilation, une absence remarquée. Aucune méthode générale pour résoudre les équations cubiques. Pacioli l'affirme même sans détour, ces problèmes sont insolubles. Pourtant, des solutions existent forcément. Pour s'en convaincre aujourd'hui, on peut prendre le problème autrement. On peut par exemple tracer la courbe représentative d'une fonction cubique. Et cette courbe a une propriété très simple mais très importante. Elle est continue. Autrement dit, il n'y a pas de saut. Grosso modo, cela veut dire qu'on pourrait tracer cette courbe sans jamais lever le crayon. Mais surtout si on regarde ce qu'elle fait aux extrêmes. D'un côté, elle part vers moins l'infini. De l'autre, elle monte vers plus l'infini. Donc, à un moment donné, elle doit passer par 0, puisqu'elle coupe forcément l'axe horizontal. Et ce point-là, c'est une solution de l'équation. En d'autres termes, une équation cubique a toujours au minimum une solution réelle. Donc le problème, ce n'est pas son existence, c'est juste comment on la trouve. Mais pour Luca Pacioli, le débat est clos. Il n'existe pas de solution algébrique aux équations cubiques. C'est en tout cas ce qu'il enseigne à ses étudiants de l'université de Bologne, dans laquelle il officie depuis début 1500, et où il rencontrera un autre professeur de mathématiques dénommé Scipione del Ferro.
Oui, le même Del Ferro que nous avons vu sur son lit de mort au début de cette histoire. Et vous l'aurez compris, le fameux secret qu'il a conservé pendant près de 20 ans, ça n'est rien de moins que la méthode de résolution des équations cubiques. Cette méthode que l'on recherche tout de même depuis plusieurs siècles. Del Ferro s'est intéressé au sujet au contact de Pacioli et s'est mis en tête de trouver une solution. Et il y est parvenu. Mais cette découverte, Del Ferro ne la publiera jamais, car être mathématicien dans l'Italie du XVIe siècle, c'est vivre sous la menace permanente d'être défié publiquement. N'importe quel rival peut se présenter et vous lancer un défi, une sorte de duel intellectuel où chaque adversaire va devoir proposer une série de problèmes à résoudre. On vous donne pour cela une durée limitée et si vous en résolvez moins que votre concurrent durant le temps imparti, vous perdez votre réputation, votre poste et par conséquent votre gagne-pain. Del Ferro comprend donc que sa méthode est une arme redoutable. Tant qu'il est le seul à la connaître, personne ne peut le battre sur ce terrain. Alors, il se tait. Pendant près de 20 ans, il ne pie pas un mot. Ça n'est que sur son lit de mort qu'il finira par transmettre son secret à Antonio Del Fiore. En réalité, Del Ferro n'a trouvé la résolution que pour un certain type d'équation cubique. Il ne s'est pas attaqué à l'équation ax³ plus bx² plus cx plus d égale 0, mais à une forme d'équation du troisième degré que l'on appelle équation cubique réduite. Elle est du type x³ plus px plus q égale 0, elle ne contient pas de terme en x², ce qui la rend plus manipulable. Ce n'est donc pas une solution universelle, mais une brèche, la première vraie avancée après des siècles d'échecs. Del Fiore devient donc la seconde personne connue de l'histoire à maîtriser la résolution de ce type d'équation. Et bien qu'il n'utilise pas d'emblée ce qu'il considère être sa botte secrète, il pense être armé d'un savoir que personne d'autre au monde ne possède. Alors, même s'il n'est pas particulièrement brillant, il se dit qu'il peut raisonnablement nourrir des ambitions. Si bien que quand il décide de quitter Bologne, où il n'est pas parvenu à s'imposer pour rejoindre Venise, sa ville d'origine, il estime qu'il est temps d'abattre son ultime carte. D'autant qu'il joue à domicile et donc que tout devrait concourir à lui offrir une victoire éclatante. Le 12 février 1535, il lance donc un défi public à Niccolò Fontana, un mathématicien vénitien plus connu sous le nom de Tartaglia. Comme le veut la tradition, chaque participant soumet 30 problèmes à l'autre. Ils ont 40 jours pour les résoudre. Del Fiore joue son va-tout. Il donne à Tartaglia 30 équations cubiques réduites, 30 fois le même type de problème, celui dont il possède la solution secrète. Une stratégie qui semble imparable. Ce qu'il n'a pas anticipé, c'est que Tartaglia a flairé le piège. Si Del Fiore prétend résoudre les cubiques, c'est qu'une méthode existe. Et si une méthode existe, il va tout faire pour la trouver. D'autant que Tartaglia n'est pas n'importe qui. Il n'est pas là par hasard. Niccolò Fontana, que l'on appelle Tartaglia, naît à la fin du XVe siècle à Brescia dans une famille modeste. Son père meurt alors qu'il est encore enfant, laissant sa famille sans ressources. Son éducation s'interrompt presque aussitôt, il n'aura reçu que quelques mois d'enseignement, à peine le temps d'apprendre les premières lettres de l'alphabet. Pour le reste, il va devoir se débrouiller tout seul. Et comme si ça ne suffisait pas, son destin bascule une seconde fois en 1512 lors du sac de Brescia par les troupes françaises. À seulement 12 ans, il est violemment attaqué, le crâne fracassé, le visage tailladé à coups d'épée. Il survit miraculeusement, mais en garde des séquelles à vie. Une mâchoire brisée, une parole difficile, un bégaiement qui lui vaudra son surnom Tartaglia, le bègue en italien. Un nom qu'il va choisir lui-même de conserver, mais derrière cette voix brisée se cache aussi un esprit hors norme. Autodidacte, il apprend seul, traduit Euclide et Archimède et se forge une réputation à la seule force de son intelligence. Cet homme-là n'a jamais eu la vie facile et il n'a clairement pas l'habitude de perdre. Tartaglia s'enferme. Il travaille nuit après nuit. Et quelques jours avant la fin du délai, l'éclair frappe, il trouve la méthode. Il résout les 30 équations de Del Fiore en l'espace de quelques heures. Pour Del Fiore, par contre, l'humiliation est totale. Il ne résout aucun des problèmes qui lui ont été proposés. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre dans toute l'Italie savante. Un homme vient de résoudre en quelques heures ce que les plus grands esprits de l'histoire n'avaient pas réussi à percer. Et dans le sillage de cette déflagration, un homme tend l'oreille, son nom, Gerolamo Cardano, francisé en Jérôme Cardan.
Médecin de renom, philosophe, astrologue, joueur invétéré et mathématicien passionné, Cardano possède un esprit encyclopédique, insatiable, et il a décidé que la méthode de Tartaglia lui appartiendrait. Il commence par des lettres flatteuses. Tartaglia décline. Mais Cardano insiste, et Tartaglia refuse. Cardano, perdant patience, finit même par attaquer, ironiser et provoquer. Devant tout ça, Tartaglia reste muet. Alors Cardano change de tactique. Il promet une introduction auprès du marquis d'Alvasto, un puissant mécène milanais. Une opportunité que Tartaglia, toujours en quête de stabilité et qui aspire à s'élever socialement, ne peut pas ignorer. Alors il cède. Le 25 mars 1539, il se rend à Milan où il finit par accepter de livrer sa méthode. Mais pas sans condition. Cardano doit prêter serment. Un serment solennel, ne jamais divulguer la méthode, ne jamais la publier, ne l'écrire au besoin qu'en code pour qu'après la mort de Tartaglia, personne ne puisse la comprendre. Cardano jure et Tartaglia lui livre son secret. Bon, pour la petite histoire, Tartaglia n'a en réalité rencontré personne à Milan, car le marquis d'Alvasto avait finalement dû s'absenter. Ensuite, ce que Tartaglia transmet à Cardano, ce n'est pas une équation ni un tableau de calcul, c'est un poème. Car à cette époque, la notation algébrique moderne n'existe pas encore, elle ne sera développée qu'un siècle plus tard, donc les mathématiciens expriment leur méthode en mots, en phrases et parfois en vers. Tartaglia a donc condensé tout son algorithme en quelques strophes rimées, comme un moyen mnémotechnique. Mais cela suffit à Cardano pour être transporté. Il s'empare de la méthode, l'explore et la retourne dans tous les sens. Mais très vite, son ambition le dépasse. Résoudre le cas réduit, c'est bien. Résoudre toutes les équations cubiques, y compris celles avec un terme en x carré, c'est encore mieux. Il s'attelle donc à la tâche avec un assistant relativement brillant nommé Ludovico Ferrari. Et de façon assez stupéfiante, ils parviennent à le faire. Ils découvrent qu'une simple substitution permet de faire disparaître le terme gênant et que n'importe quel cubique général se ramène alors à la forme réduite de l'équation. Un tour de passe-passe algébrique d'une élégance redoutable. Cardano tient maintenant la solution universelle aux équations cubiques. Il n'a alors plus qu'une seule idée en tête: publier la trouvaille, fixer ce savoir et le rendre immortel. Mais il lui reste un autre problème de taille. Il est tenu par le serment qu'il a fait à Tartaglia. Un serment qu'il ne peut pas briser. Et pour la première fois, ce n'est plus un problème de mathématiques, c'est un problème de conscience. Mais Cardano tient tout de même parole et il conserve le secret pendant près de 2 ans. Puis en 1542, il se rend à Bologne et y rencontre un certain Annibale Navet. Navet est le gendre de Scipione del Ferro, le premier découvreur de la méthode de résolution des équations cubiques réduites. Navet lui remet les vieux carnets de Del Ferro. Et là, Cardano découvre l'impensable. La solution au cubique réduit y est consignée, couchée sur le papier, et ce des décennies avant que Tartaglia ne la retrouve par lui-même. La priorité de Tartaglia est donc contestable. Cardano s'engouffre dans cette brèche et se dit que si Del Ferro a découvert la méthode en premier, alors son serment envers Tartaglia ne le lie plus vraiment. Du moins, c'est ce qu'il choisit de croire. Et 3 ans plus tard, en 1545, il publie l'Ars Magna, un monument, une compilation de tout ce que les mathématiques savent faire sur les équations. Il y crédite Del Ferro, Del Fiore, Tartaglia et même Ferrari. Mais c'est quand même son nom qui restera dans l'histoire. Tartaglia entre dans une rage froide. Il écrira des lettres incendiaires à Cardano pendant des années. Et il n'avait pas tout à fait tort. Mais l'histoire est parfois ingrate. Aujourd'hui encore, on appelle cette méthode la formule de Cardan. Sans rentrer dans les détails de sa démonstration, cette formule nous dit que pour une équation du type x³ égale px plus q, une racine s'écrit de la forme suivante. Sauf que Cardano tombe sur un hic. Si on veut vérifier sa formule pour l'équation x³ égale 15x plus 4 par exemple, on peut vérifier à la main que x égale 4 est une solution. En effet, si on calcule 4 au cube, ça fait 64, et 15 fois 4 plus 4, ça donne 60 plus 4, donc 64 également, 4 est bien racine de l'équation.
Mais si on applique la formule de Cardan pour résoudre, on trouve ce résultat. Il contient des racines carrées de nombres négatifs. Et ça, géométriquement, ça n'a aucun sens. On ne peut pas avoir de racines carrées de négatifs. Cardano est totalement déboussolé. Il interroge Tartaglia, mais Tartaglia esquive, laissant entendre qu'il n'est pas assez habile pour utiliser sa propre formule. En réalité, lui-même ne sait pas quoi faire. Cardano qualifie ces expressions dans Ars Magna de subtiles et inutiles, car elles ne pouvaient pas être interprétées géométriquement à l'époque. Il referme donc ce chapitre de l'histoire des mathématiques et passe à autre chose. Il faudra attendre plus de 20 ans pour qu'un homme déterre le sujet. Nous sommes dans les années 1560. Dans les plaines de Toscane, des hommes s'échinent à assécher les terres marécageuses et creuser des canaux. Leur objectif, rendre les terres cultivables en drainant les eaux stagnantes et en prévenant les inondations. Celui qui supervise l'ensemble des travaux est un certain Raphaël Bombelli. Fils de marchand devenu ingénieur hydraulique sans véritable formation académique, c'est un expert formé sur le terrain et reconnu dans son domaine, un homme habitué de ce genre de problématiques. Très vite, Bombelli développe un intérêt pour les calculs utiles à son métier. Mais sa curiosité intellectuelle et les débats qui agitent l'Italie savante autour des équations cubiques l'amènent peu à peu vers des questions plus théoriques. Il se prend alors de passion pour l'algèbre dans laquelle il voit une discipline supérieure, quelque chose qui va au-delà d'un simple outil pratique. Alors, quand les chantiers sur lesquels il travaillait s'interrompent, probablement pour des raisons financières et administratives, Bombelli met ce temps à profit pour se plonger dans son nouveau terrain d'exploration. Il ouvre l'Ars Magna et il tombe sur le passage que tout le monde avait soigneusement décidé d'ignorer. Ces racines carrées de nombres négatifs que Cardano lui-même avait qualifiés de subtils et inutiles. Bombelli les regarde longuement et il se pose la question que personne n'avait encore osé formuler clairement, et si, finalement, on les prenait au sérieux. Il décide alors de dérouler les calculs avec les racines négatives comme il l'aurait fait avec des nombres positifs. Et là, il se rend compte que les parties contenant les racines carrées de nombres négatifs finissent par s'annuler entre elles et qu'il trouve bien la bonne solution pour chaque équation qu'il décide de résoudre. Cardano avait vu juste depuis le début. Sa formule permet bien de trouver toutes les solutions des équations cubiques réduites. Il fallait juste accepter de traverser un territoire théorique que personne n'avait encore osé fouler. Si on reprend la formule de Cardan pour l'équation x³ égale 15x plus 4, on avait trouvé ce résultat. Sans rentrer dans le détail des calculs effectués par Bombelli, si on devait calculer cette expression normalement en traitant la racine de négatif, comme on le ferait pour un nombre positif, on trouve racine de moins 1 plus 2 moins racine de moins 1 moins 2. Ce qui fait racine de moins 1 plus 2 moins racine de moins 1 plus 2. Les racines de moins 1 s'annulent donc et on trouve 2 plus 2, soit 4. Exactement la solution que nous avions vérifiée tout à l'heure. Bombelli comprend donc qu'il suffit d'accepter l'idée contre-intuitive de manipuler la racine carrée de moins 1 dans la formule de Cardan pour résoudre les équations cubiques réduites. Il formalisera les règles de calcul et de manipulation de cette racine carrée négative dans un livre intitulé Algebra et décidera de lui donner le nom de nombre impossible. Ce que Bombelli vient de faire dépasse largement le simple cadre des équations cubiques. Sans vraiment le formuler, il vient d'ouvrir la porte à un nouveau type de nombre. Des nombres qui jusque-là n'avaient pas leur place dans le monde mathématique. Et il faudra encore du temps pour qu'ils soient acceptés. Au XVIIe siècle, le philosophe et mathématicien français René Descartes leur donne un nom qui au départ est presque une moquerie. Il les appelle nombres imaginaires. Comme s'ils n'étaient pas tout à fait réels, comme s'ils relevaient davantage de l'esprit que du monde physique. Et pourtant, avec le temps, ces nombres vont s'imposer. Ils vont même devenir incontournables. Au XVIIIe siècle, un autre géant des mathématiques, Léonard Euler, révèle une relation d'une simplicité et d'une profondeur exceptionnelle. Une égalité qui relie entre eux les nombres fondamentaux des mathématiques. E, pi plus 1 égale 0. 0, 1, le nombre pi, le nombre e et cette unité imaginaire, i. Tout est là, en une seule formule. Certains la considèrent encore aujourd'hui comme la plus belle égalité jamais écrite. Mais au-delà de l'élégance, ces nombres sont partout.
On les retrouve dans les équations qui décrivent les ondes, dans les phénomènes électriques, dans la mécanique quantique. Sans eux, il serait impossible d'écrire correctement les lois fondamentales de la physique. Par exemple, l'évolution d'un système quantique est décrite par une équation comme celle-ci. Ou encore dans le traitement des signaux et des vibrations, ils apparaissent naturellement dans des expressions du type E, I, oméga t. Ce que les mathématiciens de la Renaissance considéraient comme des objets absurdes est aujourd'hui au cœur même des outils qui nous permettent de comprendre l'univers. Alors finalement, ces nombres étaient-ils vraiment imaginaires ou simplement en avance sur leur temps ?